Voici comment notre histoire a débuté. Bonjour. Monsieur. Vous savez que cette année, en 1989, nous allons fêter le bicentenaire de la Révolution française. Ouais. Bon, figurez-vous que le service éducatif du musée basque nous propose d'étudier un personnage très célèbre ici dans la vallée, c'est le maréchal Harispe. Vous le connaissez? Non. Eh bien, nous allons peut-être le savoir, puisque nous allons consacrer toute cette année à étudier ce personnage. Oui, mais ce qu'il faudra encore étudier, parce que pas trop envie, Les renseignements, où on le saura? Ne vous inquiétez pas, on sera aidé. On sera aidé par le service éducatif du musée basque. Mais, tout d'abord, pour bien réfléchir à cette proposition, vous allez vous mettre deux par deux et ensuite, on prendra la décision ensemble. Et notre enquête commença dans les rues de Baïgori. Sur le maréchal Harispe. Que savez-vous du maréchal Harispe? Attends, j'ai lu quelque chose sur le sud-ouest, tiens, sur ça. Maréchal Harispe, qu'il est né à Baïgori. Oui. Vous savez où il est né? Oui, il est né à l'emplacement de ma maison, là, à côté de l'église. Oui. Ensuite, il a combattu avec Napoléon. Il est allé en Espagne, il a remporté beaucoup de victoires. Il s'est marié avec une fille de Chaussia, je crois. Oui. Après, il a habité à Lakar et je crois qu'il est mort là-bas. Et il a des descendants, les Duté Harispe. Voilà l'intéressé. Ah, vous croyez? Que savez-vous du maréchal Harispe? Je ne connais pas. Vous connaissez pas? Non. Non. Je ne suis pas originaire d'ici, alors je n'ai que de vagues notions. Vous avez entendu parler? Oui, je sais qu'il a habité dans cette grande maison, là, et puis c'était un maréchal, mais non, je ne peux pas dire. Maréchal Harispe, j'ai été à l'école ensemble, nous étions à l'école ensemble. Le père du maréchal Harispe était marchand drapier. Et dans cette maison, il paraît qu'il y avait un comptoir avec des magnifiques pierres sur lesquelles il vendait ses tissus-là. Et c'est malheureusement, cette maison a été démolie, mais il y a encore des cartes postales dans lesquelles tu peux voir cette maison. Il a été maréchal sous l'Empire, c'est tout ce que je puis savoir, parce que je ne suis pas de Baïgori. Je ne suis pas originaire de Baïgori. C'est tout. Je sais pas grand-chose, je vois pas déjà trop qui c'est. Vous savez pas qui c'est? Non. Qu'est-ce que vous savez? Le maréchal Harispe, il est de Baïgori? Du maréchal Harispe? Oui. Oh, le maréchal Harispe, c'est un grand maréchal. Il a vaincu les morts. Oh putain, je me rappelle plus du nom. Donnez pas le dos. Attends. Oh, excusez-moi. Arola. Oui, c'est tout ce que je sais. Je ne connais pas. Vous savez pas? Vous ne connaissez pas de réputation? Non, du tout. Vous savez pressé? Non. Je suis pressé. Vous savez rien d'autre? Pas grand-chose. Vous avez quelque chose à m'apprendre? Non. Le maréchal Harispe est bien né à Baïgori en décembre 1768. Son père était drapier, sa mère une Arismendi. Mais un doute subsiste au sujet de la maison natale. Le maréchal Harispe est-il né dans cette maison, la maison Elisabeth, comme l'indique l'acte de naissance, ou plutôt dans celle-ci, ou encore à l'emplacement de celle-ci? Sur cet édifice qui a été reconstruit sur une maison que l'on peut voir encore sur quelques cartes postales anciennes, se trouve une plaque du souvenir français
qui rappelle la carrière du maréchal et toutes les batailles auxquelles il participa. Mais avant d'évoquer ces faits d'armes, nous allons tenter de plonger dans le siècle qui a vu naître Jean Isidore, un siècle bien mouvementé et riche en affaires pour la vallée de Baïgori. Au début du XVIIIe siècle, Baïgori est composé de 11 hameaux. Saint-Étienne, Irouléguy, Bastide, Anox, Ascarat, Leispars, Oticoren, Guermiette, Sorouette, Las, Ocos. La majorité des 1373 habitants sont des pasteurs. Son territoire est limité par le massif du Diara au nord et par les sommets de Aossa et Adarsa au sud. Au-delà s'étend un territoire inhabité de 20 000 hectares exploités en commun et en indivision par les vallées de Bastan, d'Hérault, de Baïgori et Val-Carlos et appelé le pays Kent ou Quintois. Les ressources de la vallée sont constituées par l'exploitation de la forêt d'où on tire le bois de chauffage et le bois d'œuvre. Mais la forêt constitue également un apport non négligeable de nourriture, notamment pour la glandée. Les pâturages occupent le reste de l'espace, les cultures étant très peu développées. La vallée est administrée de la façon suivante. Chaque hameau a sa réunion de maîtres de maison, c'est le Biltzar. Celui-ci élit son représentant, le Jura. Les 11 jurats représentant les 11 hameaux se réunissent à Bérogagne pour discuter des affaires de la vallée. Puis chaque jurat retourne à son hameau pour débattre à nouveau. Enfin, la décision finale est prise par les jurats et les délégués à la cour générale de la vallée qui se réunit à l'Arbieta entre Baïgori, Irouléguy et Anox. Cet équilibre sylvo-pastoral se maintiendra tant bien que mal jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Mais Baïgori, à la veille de la Révolution, souffre déjà d'un profond malaise. Mademoiselle Curucciari, responsable du service éducatif du musée basque de Bayonne, va répondre aux questions posées par Christophe. Alors, je suis à côté de Madame Mano Curucciari et je vais lui poser la question suivante. Alors, pourquoi les gens de la vallée de Baïgori ont commencé à désobéir à la cour générale? Très bonne question. Les gens commencent à désobéir à la cour générale parce que la population augmente beaucoup au XVIIIe siècle. Je pense que tu connais les chiffres. Oui. Au début du siècle, ça faisait 1373 habitants et vers 1772, 4155. Et oui, donc une très forte augmentation qui va obliger la cour générale à accorder des terres aux cadets des familles et notamment des terres prises sur les communs, sur les terres communes. Et il y a une chose évidente, c'est que les cadets souhaitent s'installer dans la plaine des Aldudes au détriment et malgré les défenses formelles de la cour générale. Voilà, je crois que c'est une des premières raisons. Nous croyons savoir que dans la vallée, il y a eu une activité industrielle assez importante. Oui, effectivement, au XVIIIe siècle, se sont installés 2 établissements. Le premier établissement était la Force des Chaux, qui appartenait normalement en copropriété entre la vallée et la famille des Chaux. En fait, au XVIIIe siècle, seule la famille des Chaux assumait le faire-valoir de cette forge de fer qui fabriquait des boulets et des canons avec le minerai de fer d'Ouchtelei. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'au XVIIIe siècle, à Baïgori s'installe un établissement qui sera concédé à Latour. Et cet établissement sera l'exploitation de mines de cuivre
est l'établissement d'une très importante fonderie qui va employer jusqu'à 389 personnes dans la vallée. Et ces deux établissements vont être des gros consommateurs de bois, ce qui va désorganiser la vie économique de la vallée. Que ces deux activités existaient encore en 1789? C'est une très bonne question. Et non, ces deux activités industrielles n'existaient plus en 1789. Dès 1770, on peut dire aussi bien pour la forge que pour la fonderie de la Tour et ses successeurs, ces deux activités avaient complètement périclité, mettant une partie de la population de Baïgori au chômage. D'où un profond malaise pour cette vallée, dû à la mort de ces activités industrielles, au déboisement qui a été une des causes de la rupture de l'équilibre forêt-élevage et dû au fait qu'il y a trop de gens qui vivent dans la vallée par rapport aux ressources locales. Et je crois, pour terminer, que l'on peut dire que ce malaise ne sera résorbé que lentement et en partie par le fait de la migration vers les Amériques au XIXe siècle. Alors la question suivante, c'est pourquoi la vallée d'Hérault a-t-elle été avantagée sur le partage du pays quint par rapport à la vallée de Baïgori? Bon, tu le sais, le 27 août 1785, à Elizondo, a été décidé le partage définitif de pays quint entre Ornano, qui était le commissaire royal pour la couronne française, et le chevalier de Carreau, qui était le commissaire pour la couronne espagnole. Et ils ont décidé de ce partage du quint. Et ils ont avantagé Hérault puisqu'ils ont laissé d'abord une plus grande superficie à la vallée de Hérault. Peut-être que tu connais les chiffres. Oui, c'était pour la vallée de Baïgori un peu plus de 9000 hectares. Et oui. Et pour la vallée d'Hérault, c'était un peu plus de 11 000 hectares. Et en plus de ça, quand on regarde la différence de superficie accordée, on se rend compte que Hérault reçoit les meilleurs pâturages et même parmi les plus belles forêts de ce pays quint. Et voilà. En 1789 éclate la Grande Révolution française. Le tiers-État doit supporter l'effort du royaume et le peuple croule sous les impôts. En mai 1789, le roi convoque les États généraux à Versailles, mais les privilégiés refusent les réformes. Alors le tiers-État se proclame Assemblée nationale. C'est le serment du jeu de paume. Le 14 juillet, le peuple de Paris se soulève et prend la Bastille. Le 4 août, les privilèges sont abolis et le 26, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est rédigée. L'année 1790 marque la réconciliation de la nation française, mais l'année suivante, le roi commet une lourde faute. Il s'enfuit, mais il est ramené à Paris sous bonne escorte. Une constitution est adoptée. Mais les Autrichiens menacent d'envahir la France. On procède à l'enrôlement de volontaires. Le 10 août, c'est un nouveau tournant. Les Parisiens envahissent les Tuileries. C'est la fin de la royauté. La République est proclamée.
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté. Pendant ce temps, une nouvelle ère commence pour la France. Un nouveau calendrier est adopté et un régime de terreur s'abat sur le pays. Toute la Vendée se révolte, mais les troupes royalistes sont battues à Cholet. À l'extérieur, la guerre fait rage. En mai 1793, les Espagnols, à leur tour, se massent à la frontière sur les hauteurs qui dominent Baïgori. La menace est sérieuse, la guerre imminente. Pour nous raconter cette période qui va de mars 93 à juillet 95, nous avons fait appel à M. Peyo Curuchari de Baïgori et au général Ansoborlo de Bayonne. Tous deux vont tout d'abord nous décrire la situation militaire en 1793. Il n'y avait pas beaucoup de monde, car on avait certes mis depuis 1791 et en 1792, on avait mis sur pied un certain nombre d'unités dans la région. Alors, il y avait bien entendu les chasseurs basques qui avaient été créés à partir de 1792, la fin 92, mais les chasseurs basques, à ce moment-là, en 93, il y avait 10 compagnies. 10 compagnies, ça fait 3 bataillons, ça fait pas beaucoup de monde. Hein? Bien. Il y avait ensuite les chasseurs de montagne. Alors, on avait créé des unités de chasseurs de montagne, des unités légères pour essayer de surveiller les montagnes et savoir à peu près ce qui s'y passait. Et puis, il y avait les bataillons de volontaires nationaux. Alors, ces bataillons de volontaires nationaux avaient été créés dans toute la France et chez nous, ils étaient restés sur place. C'est-à-dire que le département des Basses-Pyrénées en avait créé 4. C'était donc les volontaires nationaux. Et puis, il y avait des unités qu'on appellerait aujourd'hui des unités d'actives, si on appelait ça à ce moment-là des unités de ligne. Et à Bayonne, il y avait un régiment qui s'appelait le régiment d'Angoumois, qui en 93 avait changé de nom d'ailleurs, qui s'appelait à ce moment-là le 80e régiment d'infanterie de ligne. Et ce régiment, avec 2 bataillons, était à Bayonne. Alors ça, c'était tout autre chose, parce que c'était des unités d'actifs, c'était des vrais soldats, c'était pas des gens appelés, c'était des gens qui étaient là en permanence, qui avaient un encadrement très solide et qui par conséquent étaient des unités tout à fait solides. C'est donc avec tout cela qu'à partir du 30 avril 1793, on va créer l'armée des Pyrénées-Occidentales, car le gouvernement va donner au général qui commande cette armée, qui est le général Servan, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la totalité des moyens qui sont dans le sud-ouest de la Garonne. Autrement dit, vous voyez sur la carte de géographie, le cours de la Garonne, tout ce qui constitue l'Aquitaine, eh bien, toute cette Aquitaine va concourir financièrement, humainement. Toutes les unités et tous les moyens de ce pays vont être mis à la disposition du général commandant l'armée des Pyrénées-Occidentales, qui est, comme je te dis, le général Servan. Autrement dit, on est parti d'une situation qui était très défavorable pour aboutir très rapidement à une situation beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. D'autant que, en mars 1793, pour répondre à ta question d'une manière plus précise, il y avait sur la frontière même, aux ordres du général qui commandait ici, qui était le général avant Servan, qui était le général Duverger, il y avait 8000 hommes. Et de l'autre côté, c'est ça qui compte, de comparer ce qu'on a par rapport à ce que l'adversaire a. De l'autre côté, le général Caro, qui commandait les troupes espagnoles, avait lui 22 000 hommes. Autrement dit, il y avait une différence considérable qu'il fallait très rapidement combler. La situation, donc, n'était pas très brillante en 1793. Tu vois? Bien.
là, on sentait le danger arriver. Et alors, de Paris était venu un ordre. Bon, il y avait des troupes, mais pas suffisantes. Les gens d'ici demandaient à envoyer des troupes, ça ne bougeait pas. Alors, ils ont commencé à se monter en compagnie franche, si vous voulez. C'était pas des... Ils ne faisaient pas partie de l'armée. C'était comme des milices. Ils venaient à côté. Et l'un d'entre eux, c'était Arispe, qui était venu proposer ses services au maire de Baïgorry, justement, pour monter une troupe pour contrer les Espagnols. Ils sentaient très bien, les Espagnols commençaient à se masser à la frontière. Ça, c'était en 1792. Alors, en 1792, il s'était monté des compagnies franches, 9 je crois, 8 de Basques, dont une commandée par Arispe, qui était capitaine. Il avait 24 ou 25 ans alors, et il s'était formé des compagnies franches. On avait commencé à les armer, ils n'étaient pas tous armés, ils n'avaient pas tous de fusils, à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, il y avait 4 compagnies, il y avait Arispe, la compagnie Iriart, la compagnie La Salle et la compagnie Berindoaga. Alors, ils étaient presque tous de Baïgorry. La vallée de Baïgorry était une direction stratégique parce que c'était l'une des directions qui permettait d'arriver à Pampelune. Voilà. Et le principal problème que posait cette direction stratégique et que posait cette vallée, c'est que pour la défendre et pour pouvoir empêcher l'ennemi d'y venir, il fallait des troupes en quantité importante qu'on n'avait pas. Et quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne peut pas tout tenir, on tient quelques points. Mais on tient quelques points, et puis entre ces points, on se promène. Et c'est là que les chasseurs basques ont été les rois, parce qu'ils connaissaient tous les chemins, tous les sentiers, ils savaient monter à tous les cols, ils savaient atteindre n'importe quel point de la région, et ils étaient imbattables. Autrement dit, les Espagnols qui venaient dans la vallée n'avaient aucune chance de pouvoir y rester longtemps, parce qu'ils étaient sûrs de se faire refouler dès que les chasseurs pourraient arriver. Alors, il est évident qu'il y a dans cette région, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de points qui sont plus importants que les autres. J'ai parlé tout à l'heure de la vallée de Baïgorry, de Banca, les Aldules, du Repel et le col qui mène à Pampelune. J'ai parlé de l'importance de Berdaritz et d'Ispegui. C'est évident que tous ces points sont importants pour les deux adversaires et que par conséquent, pendant les 3 ans de cette guerre, ou tout au moins surtout pendant la première année, les deux adversaires ont cherché à s'emparer de ces points-là. Arola, je pense que vous le connaissez, vous de Baïgorry, et que vous savez très bien où se situe Arola, et que vous comprenez très bien l'importance de ce point Arola. D'Arola, on tient toute la vallée de Baïgorry, on voit très bien Ispegui et Berdaritz, vous le savez, mais on tient aussi la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est-à-dire la vallée d'Arnegui qui est derrière. Autrement dit, si on veut s'avancer en France d'un côté ou de l'autre, il faut tenir Arola. Et celui qui tient Arola empêche l'adversaire d'arriver. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Dès le début des opérations, les Espagnols ont commencé à attaquer, ils ont attaqué Hendaye, ils ont détruit complètement le petit fort d'Hendaye et le village d'Hendaye. Ils ont attaqué de part et d'autre de la Rune et ils ont pris Sarre. Et ils ont attaqué ici en direction de Château-Pignon qui se trouve quelque part par ici. Là. Et c'est au moment, donc le 3 et le 4 juin 1793, tu vois, la guerre venait d'être déclarée, que les Espagnols ont essayé de s'emparer du rocher d'Arola. Alors, ils étaient descendus dans la vallée de Baïgorry par Berdaritz, ils avaient chassé les Français des Aldudes et de Banca, et les 2 bataillons français qui tenaient les Aldudes et les Banca, qui étaient 2 bataillons des Basses-Pyrénées d'ailleurs, qui étaient commandés par l'un, le commandant Mocco, et l'autre, le commandant de Solim, qui étaient des Bayonnais. Ces 2 bataillons ont été obligés devant la masse, il y avait 2000 Espagnols qui les attaquaient, de se replier et de se réfugier à Arola. Heureusement, à Arola, Arispe est arrivé avec les chasseurs basques.
Alors on pense qu'ils étaient venus par Radarsa. Le matin, ils étaient arrivés de bonne heure le matin, et vous voyez, il n'y a plus personne à Arola, ils sont partis. Ils s'approchent d'Arola, et là, on leur tire des coups de fusil et tout. Ils avaient repoussé un assaut le matin de bonne heure, vers 8 h du matin, un autre vers midi, et un autre vers 5 ou 6 h l'après-midi. Et là, les Espagnols, complètement découragés, s'étaient enfuis vers les Aldudes, parce qu'ils étaient toujours aux Aldudes, et on dit que là, les chasseurs basques, bon, c'est là que Arispe et ses chasseurs basques étaient illustrés. Parce que là, il n'y avait pratiquement que des chasseurs basques. Et alors là, ils avaient fait ils étaient à peu près 300, eux, les chasseurs basques, et puis bon, il y avait quelques franchiments aussi. Et ils avaient eu fait 500 prisonniers, beaucoup plus qu'eux-mêmes n'étaient. Ça, c'est la première bataille d'Arola. Alors, comme vous pouvez remarquer, Arola, c'est un rocher. C'est presque une fortification naturelle. Alors, d'ici, de ce côté, on ne voit pas. Mais de l'autre côté, comme c'était plus accessible par l'autre côté, ils ont fait des petites fortifications. On voit encore les vestiges des murs qu'ils ont fait. Comme vous voyez par ici, si vous attaquez, l'autre qui vous attend en haut avec des cailloux comme ça, alors c'était un poste très très difficile à prendre. C'est pour ça que le mérite d'Arispe de l'avoir pris avec ses 400, 200 ou 300 chasseurs basques, c'était extraordinaire parce qu'il fallait monter là-haut. Hein. Et sous les balles des Espagnols, bien sûr, une fois tirés, ils avaient le temps d'arriver en courant, mais pour courir, ça monte aussi. Le temps d'arriver là-bas, il y avait 3 minutes qui passaient, ils avaient le temps de recharger leurs fusils. Et c'était un poste très difficile à prendre. Et d'ailleurs, en 1794, il était question, les chasseurs basques voulaient abandonner le poste. Et je crois que c'est Moncé, le général Moncé, qui les a demandé surtout rester à Arola. Et ils étaient restés au prix, ça leur a coûté très cher. Il y en a qui sont morts de froid à Arola, pour rester là, de garde, en faction à Arola. Et on raconte qu'il y avait un vieux, alors un vieillard. En ce temps-là, il avait peut-être mon âge maintenant, 45 ans. Hein. Mais c'était des vieux, alors maintenant on est jeune à 45 ans. Et il s'appelait Pelochoui. Lui, il avait perdu son fusil, il s'est fait attaquer par un Espagnol. Il lui avait arraché son fusil, il avait fait 2 prisonniers. Pelochoui, alors Choui lequel, je ne sais pas, il y a des Choui à Baigorri. Et il y en avait un autre, au même moment, lui il s'appelait Manechandia. Lui, pareil, il avait fait 2 prisonniers espagnols. Espagnols, on dit espagnols, mais des fois c'était aussi bien ils étaient des Aldudes. Justement, monsieur Chabagnon, quelle fut l'attitude des habitants des Aldudes? Vous savez que au mois de juin 1793, le village des Aldudes a été occupé par les troupes espagnoles qui étaient aux ordres du général Caro à ce moment-là. Et cette occupation n'a pas duré très longtemps, 1 mois environ, mais pendant cette occupation, les chefs de famille du village se sont réunis un jour et ils ont voté. J'imagine qu'avant de se réunir, il y a eu des conversations privées entre eux, mais enfin, ils ont voté ce jour-là une motion. Une motion qu'ils voulaient adresser au roi d'Espagne. Ils l'ont remise à un militaire, pour la remettre, un militaire espagnol, pour qu'ils l'ont chargé de la remettre au général commandant en chef. Et dans cette motion, ils demandaient tout simplement le rattachement des Aldudes à la couronne d'Espagne. Et par conséquent, ils ont dit au moment où les Espagnols ont envahi, ont occupé les Aldudes, ils se sont dit, tiens, voilà une excellente occasion maintenant de récupérer les terres qu'on nous a volées il y a maintenant 8 ans. Ils se sont dit, si nous occupons, si nous devenons, nous, Espagnols à ce moment-là, bien, parce qu'ils en avaient, il faut bien voir la chose, ils en avaient au moins autant contre les gens de Baigorri que contre les gens de Hierro, de Bastan ou de Valcarros. Ils ont dit, si nous récupérons ces terres pour nous, en fait, les gens d'Elizondo, de Hierro ne disputent pas grand-chose, ils restent chez eux, ils ne passent pas la frontière, enfin, ce que nous considérons nous comme la frontière, c'est-à-dire la ligne des crêtes, ils ne la passent pas, ils restent chez eux. Les Baigoriens, ils resteront au-delà de Banca et nous autres, nous aurons tout ça pour nous.
Mais en août 93, Aldud fut pris. Le représentant Ferraud, furieux de l'attitude des Aldudiens, tint les propos suivants. Ces infâmes Aldudiens, ces lâches déserteurs de la mère patrie, ces vils esclaves, indignes du nom français que nous avons battus le 7, ont recours aujourd'hui à l'indulgence nationale. De plus, Ferraud attribue la responsabilité à 3 prêtres, l'abbé Inda, Tiista et Duide. Ce dernier fut fusillé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Gagnée par la France, la frontière s'en trouva-t-elle modifiée? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bâle? Ils ont discuté des conditions dans lesquelles on pourrait arrêter cette guerre. Et je crois savoir que la condition... D'abord, les Français ne voulaient pas d'abord évacuer. Il faut dire que les Français occupaient une partie du nord de l'Espagne, une bonne partie du Guipuscoa. Ils ont consenti à l'évacuer uniquement de par la cession que leur a fait à ce moment-là l'Espagne de Saint-Domingue, là-bas, au diable, dans les Antilles, vous comprenez? Voilà. Enfin, on a fait... Alors, mais Baïgori, il n'a pas été question du tout de remodeler la frontière à Baïgori. Cette guerre n'a servi à rien, alors? Ah, pour nous, strictement rien. Mais après 1795, ils avaient dit, la paix étant signée avec l'Espagne, mais pas avec les autres pays, l'Autriche et tout ça, ils étaient toujours en guerre. Les chasseurs basques, on les avait envoyés à Blaye, à côté de Bordeaux. Et alors, de 3000 qu'ils étaient, ils étaient passés à 600. Il y en a 2400 qui avaient déserté. Parce que ce basque, pour les VEA, ça allait, mais pour le reste, ils s'en fichaient complètement. Que peut-on encore savoir sur Jean-Isidore Harispe? Il sera dépeint à Harispe par tous ceux qui ont été ses chefs, et Dieu sait s'il a eu des chefs, puisque sa carrière militaire a été longue, et tous ces chefs s'ingénient à dire combien cet homme était d'abord, pour tous ses camarades, un exemple. Car à cette époque-là, le chef, c'était pas celui qui était derrière, c'était celui qui était devant. Et pour entraîner ses camarades, Harispe était le modèle, l'exemple que les autres suivaient. Par conséquent, tous ces chefs l'ont dépeint comme un homme qui, pour ses camarades, était donc, je te l'ai dit, un exemple, et qui avait un courage et un allant extraordinaire. Ça, je le tiens de mon oncle, qui le tient d'une vieille tante, qui avait un frère qui était dans les chasseurs basques, ou de la famille qui était dans les chasseurs basques, et racontait, ils étaient arrivés, on pense que c'est dans les fonderies d'Eugui, et il était arrivé une note de Paris, ou je ne sais pas d'où, en disant qu'il fallait respecter les biens, les personnes et tout ça. Et nos chasseurs basques, le français, ils ne comprenaient pas. Hein. Alors on a demandé à Harispe, tu leur traduis? Oui, oui, oui. Alors il s'était mis sur une estrade, il leur avait dit, bon, il y a un nom qui est renouté, à Rapatousia, Bilseco. Traduction, tout ce que vous pouvez trouver, vous l'embarquez. Quand même, à Baïgori, on n'aimait pas tellement les étrangers, straniera comme on dit en basque. Les gens qui viennent d'ailleurs et qui commandaient un peu, il faut faire ça, il faut faire ci. Alors, au début, à la tête des chasseurs basques, il y avait un dénommé La Victoire. Les Espagnols étaient là-haut
Et bon, la veille, la victoire était avec ces chasseurs basques à Bidaray. À Bidaray, en 1794, les églises étaient vidées, il n'y avait plus rien, le culte était interdit. Et à Bidaray, il restait un Christ là-bas. Et alors, ce général La Victoire, lui, c'était un vrai républicain. Non, chasseurs basques, ce n'était pas de vrais républicains, c'était parce qu'ils étaient en guerre avec Héros surtout. Et alors, ce fameux général La Victoire, il avait sorti ce Christ de Bidaray, il l'avait mis sur la place. Et il avait demandé aux chasseurs basques, vous tirez dessus. Et les chasseurs basques, ils tiraient, personne ne le touchait. Finalement, il y en a un qui a touché le Christ au ventre. Ah, le général La Victoire était content, ça y est, il y en a un qui a tiré, j'ai tout gagné, allez. Alors, le soir ou le lendemain, je ne sais pas, parce que ça fait très précipité, de Bidaray arriver à Berdaritz en une après-midi, il y a un sacré bout de chemin. Je pense que c'est plutôt le lendemain. Ils se sont trouvés à Ourishka. Ourishka, c'est un sommet au sommet au-dessus de Berdaritz. Et il y avait des Espagnols. Ils ont commencé à attaquer Il y avait une redoute en haut d'Ourishka, la redoute. Et au premier coup de fusil, il y a notre général La Victoire qui a été blessé mortellement au ventre, au même endroit où le Christ avait été touché à Bidaray. Ah, oh miracle, oh miracle. Et puis, une fois, j'en discute avec Jean Anchar. Et M. Jean Anchar, il me dit, oui, mon père nous racontait que, alors il se racontait que c'était les chasseurs basques lui-même qui lui avait tiré dessus. D'abord, il y avait l'histoire de Bidaray, et la deuxième, c'est qu'il voulait Haris comme chef, il ne voulait pas de La Victoire. Alors, le miracle de Christ de Bidaray, il s'explique, quoi. Nous voici arrivés au terme de ce voyage qui nous a fait passer de l'ancien régime à l'époque révolutionnaire. Nous avons pu voir combien cette époque a été riche en événements et combien elle a modifié la physionomie de la vallée. En 1795, à la fin de la guerre, une page est tournée, douloureusement, car l'amertume est profonde après la déception provoquée par le traité de Bâle. Quant à Jean-Isidore Harispe, sa carrière continue loin de Baïgori, sur les champs de bataille d'Europe avec Napoléon Ier, où il se couvre d'honneur et de gloire. Mais en 1815, c'est la Restauration. Il sera un moment écarté des responsabilités et en profite pour s'installer à Lakar. Il sera à nouveau appelé à jouer un rôle important comme député et comme commandant militaire. Il fut fait maréchal de France le 11 décembre 1851 à l'âge de 83 ans par Napoléon III avant de mourir à Lakar 3 ans plus tard. Aujourd'hui encore, le rocher d'Arola se dresse fièrement au-dessus de la vallée. Mais la frontière de 1785 continue à séparer deux communautés qui se sont violemment affrontées il y a maintenant 200 ans. Mais aujourd'hui, d'autres défis attendent les jeunes de la vallée de Baïgori. L'Europe de demain reste encore à construire. Ces bornes deviendront peut-être alors des traits d'union qui cimenteront l'unité de notre vieux continent.
Thank you.